Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de... Oui, regardez, là, c'est littéralement le gros projet immobilier de lotissement. Parce qu'évidemment, je suis dans une région qui récolte de plus en plus de gens qui viennent des États de New York, Ohio, Michigan, Pennsylvanie. On a un peu de Californiens aussi, mais les Californiens, ils préfèrent plutôt aller en Floride. Alors évidemment, c'est des Californiens qui sont pas très à cheval sur l'idéologie woke, progressiste, parce que la Floride est sous une gouvernance et la Floride est un État plutôt conservateur. Donc, que dire de plus mis à part ces petites informations de mon côté de ce monde, bah oui, j'ai cherché de dire quel genre de titre je vais pouvoir mettre. Et je trouve que le titre c'est le bordel, résume bien un petit peu la situation. On va revenir sur ce qui se passe au Niger. La CEDEAO a décidé finalement de faire une intervention au Niger pour bouter la junte militaire et replacer la démocratie. Alors, quand bien même, si vous vous souvenez de la vidéo que j'ai faite à ce sujet concernant l'Afrique, du fait que l'Afrique, de toute façon, elle aura énormément de travail à faire pour s'émanciper des influences occidentales. Et là, on est véritablement sur le sujet, puisque très clairement, tous les pays de la CEDEAO n'ont pas les moyens de faire des guerres. Donc forcément, c'est des pays qui vont avoir des soutiens, qui vont avoir des aides, qui vont avoir des subventions. Et qui plus est, si les pays de la CEDEAO vont guerroyer, faire croisade au Niger, vous pensez bien qu'il y en a qui sont en train de se frotter les mains, c'est les marchands d'armes. Parce qu'il va falloir des armes, il va falloir des munitions. D'un côté comme de l'autre. Donc, pour les Occidentaux, si il y a une intervention au Niger sans que les Occidentaux y mettent les pieds, pour les Occidentaux, c'est tout bénef. Tout bénef parce que si on aide suffisamment la CEDEAO, ils peuvent réussir peut-être à dégager la junte et remettre en place le gouvernement démocratiquement élu, le président démocratiquement élu, ou un autre. Et comme ça, on préserve les intérêts. Ceux dont je vous avais parlé dans cette vidéo que j'avais fait concernant l'Afrique. Mais en face, le Niger a le soutien lui aussi de certains pays. Vu la situation, comment elle tourne, on a déjà l'Algérie qui commence à tiquer. Parce que l'Algérie se voit mal s'engager militairement aux côtés de la junte militaire du Niger pour défendre quoi en fait? Non, ce qui inquiète le plus, c'est que va faire la Russie. Et justement, c'est là que les Occidentaux essaient de jouer fine, en disant si la Russie s'implique derrière le Niger, du fait des jeux de coalition, du fait des jeux d'alliance, ça veut dire que tout d'un coup, la Russie risque de se retrouver avec deux fronts. Parce que même si actuellement, les intérêts russes, c'est pas tellement les intérêts de l'État russe, mais les intérêts des oligarques russes en Afrique qui utilisent le groupe Wagner. Mais le groupe Wagner, ce n'est qu'une sorte de milice militaire privée. Ce n'est pas une armée proprement parlée. Et Poutine, lui aussi, il sait qu'il y a quand même un intérêt géopolitique à ce que la présence de la Russie en Afrique s'accentue. Parce que même si la Russie et la Chine sont plus ou moins main dans la main dans certains domaines,
il n'en reste pas moins que la Russie veut ne pas laisser la Chine prendre tout le terrain de l'Afrique. Logique. Donc en fait, pour l'instant, les pays de la CEDEAO ont décidé d'une intervention, mais savoir comment ils vont l'organiser, comment ils vont la structurer, et surtout, comment ils vont la payer, comment ils vont la financer. Et ça vous étonnera peut-être de savoir que tous les médias qui sont en train de relayer cette information n'abordent absolument pas le sujet. On va revenir maintenant aussi sur Disney. Si vous n'avez pas vu ma vidéo là-dessus, je vous invite à aller la voir pour les nouveaux arrivants. Quand j'ai fait la vidéo, on était encore dans une perspective que peut-être ça peut évoluer en bien comme en mal. Le problème, c'est que ça a évolué en mal. Surtout concernant donc ce fameux blockbuster qu'est la franchise Indiana Jones. Indiana Jones est sorti aux États-Unis le 30 juin, 28 juin en France. Donc ça fait plus d'un mois maintenant, 1 mois et 15 jours. Le film atteint péniblement, je dis bien péniblement, les 300 millions de dollars de recettes à l'échelle mondiale. Pour vous donner un outil de comparaison, Barbie en 3 semaines d'exploitation a déjà atteint le milliard. Alors que, à la limite, sur le marché des blockbusters de l'été, Barbie était un challenger face à Indiana Jones. Indiana Jones qui est quand même, c'est pas n'importe quelle franchise. À outil de comparaison, certains s'amusent à faire la comparaison avec les autres films. Sauf que le problème, c'est que si on prend les premiers 3 films qui datent des années 80 et début 90, le problème, c'est que là, il faut remettre une réévaluation du coût de la vie, du prix du billet, du prix moyen du billet, parce que là, évidemment, les chiffres sont un petit peu altérés, on va dire. La seule bonne référence qui pourrait encore servir, c'est le dernier Indiana Jones. L'avant-dernier, qui était le Crâne de Cristal, qui en 2005, si ma mémoire est bonne, avait réussi à engendrer plus de 750 millions de dollars pendant toute la durée d'exploitation à l'échelle mondiale. Alors, déjà, ce film-là, c'était pas folichon. C'est-à-dire que les critiques étaient extrêmement mitigées. Si le film était agréable à regarder, il n'était pas non plus exceptionnel pour un Indiana Jones. À savoir que Spielberg et Lucas se sont peut-être un petit peu trop éclatés comparativement à ce qu'ils avaient déjà pu faire avec les 3 premiers films. Donc évidemment, l'Indiana Jones 5 était attendu au tournant pour savoir est-ce que le film allait rattraper la gageure du 4e film ou est-ce qu'au contraire ça allait être encore pire. Bon malheureusement, force est de constater que, pire est un bien grand mot. Le film n'est pas mauvais en soi, mais très clairement, on attendait autre chose, quoi. On s'attendait à quelque chose d'un peu plus qui corresponde véritablement à l'enjeu de ce film, qui est quand même le dernier Indiana Jones avec Harrison Ford. Parce que le problème de Disney, c'est que s'il va vouloir relancer la franchise Indiana Jones, je ne pense pas que ça va amuser le public de se dire que Disney va décider de rebooter littéralement toute la série, c'est-à-dire de reprendre tout depuis le début avec un autre acteur, comme ils ont déjà fait avec Spider-Man par exemple. Ça, c'était la Fox. Donc c'est l'échec. L'échec qui a eu une conséquence directe, c'est que Bob Iger pour les intimes, a déjà commencé à décider de trancher dans les budgets, plus particulièrement de Lucasfilm et de Marvel. Parce que Marvel aussi, Marvel commence à sentir le vent tourner. C'est-à-dire que parmi tous les films qui sont sortis depuis le début de l'année, il n'y en a qu'un qui tire encore pas trop mal son épingle du jeu, qui a été Les Gardiens de la Galaxie 3, mais les autres films, c'est une catastrophe. C'est d'autant plus une catastrophe que même la série sur Disney+, avec Samuel L. Jackson, qui a coûté quand même 300 millions de dollars, c'est-à-dire presque l'équivalent des 2 budgets pour Oppenheimer et Barbie,
la série a fait un flop. Donc flop sur flop, si vous voulez. Alors, attention, je ne dis pas que Disney est au bord de la faillite, loin de là. Les parcs rapportent encore suffisamment pour maintenir les recettes à flot, mais il faut bien admettre quand même qu'il y avait des signes avant-coureurs depuis 2 ans, mais qu'apparemment Disney n'a pas écouté ou n'a pas décidé de prendre en considération le fait que surtout aux États-Unis, concernant les parcs, au printemps, la douche a été froide de voir les tarifs, les prix augmenter sur les 2 parcs aux États-Unis, que sont Disneyland en Californie et Disney World en Floride, et que par conséquent, si pour l'instant on est encore bientôt à la mi-août, la fréquentation est plutôt bonne, pas exceptionnelle, mais reste bonne au niveau des recettes des billetteries. Par contre, dans les recettes des produits dérivés, c'est-à-dire tout ce qui est restauration, marketing, etc., on sent qu'il y a un tassement. On sent que les Américains, globalement, qui sont quand même des Américains populaires, qui vont dans les parcs Disney, n'ont pas les moyens de claquer 500 voire 1000 $ pour le week-end. Donc certainement que cette année, ils vont s'en sortir pas trop mal, mais il y a quand même des signes avant-coureurs qui devraient alerter Disney, surtout qu'en plus, là aussi Disneyland Paris, le changement de stratégie commerciale sur les fameux passes annuels, il y en a, c'était la douche froide. Alors, en France, des parcs, il y en a quelques-uns, mais évidemment que le parc Disney, c'est toujours quelque chose qu'il faut savoir faire, mais vous le faites une fois. Vous le ferez peut-être une deuxième fois dans 4 ou 5 ans. Mais la politique de Disney, c'est de faire en sorte que les gens viennent dans les parcs Disney au moins une fois par an. Mais l'objectif est complètement utopique. Alors, pour l'instant, Disneyland, ils ne peuvent pas sortir trop de chiffres. Je ne sais même pas d'ailleurs si les chiffres ils sortiront. Mais on verra si sur le nombre de gens qui avaient les passes annuelles, est-ce que tout le monde a renouvelé son pass annuel ou est-ce qu'au contraire, il y a une perte par rapport au gain. C'est-à-dire combien de gens supplémentaires ont acheté des passes et combien de gens n'ont pas renouvelé les passes. Et en matière de prix, là récemment, la dernière en date, c'est l'augmentation des tarifs pour l'abonnement Disney+, pour le streaming. Alors très rapidement, il y a apparemment trois prix. Il y a un prix standard, prix avec sans pub, et le prix premium avec le 4K et le Dolby Atmos. Alors c'est moins de 12 € le premium. Mais il n'empêche que les streamings, que ce soit Netflix, que ce soit Hulu, que ce soit Amazon. Bon, Amazon, c'est un peu différent parce que Amazon, quand vous avez un abonnement Amazon, vous avez enfin aux États-Unis, en tout cas, on a l'Amazon Prime d'office. Donc forcément, les augmentations, elles sont à l'image, évidemment, de certains investissements que ces streamings ont fait, mais avec un retour très mitigé, surtout Netflix, qui aujourd'hui commence à tendre l'oreille sur les critiques de programmes qui étaient considérés comme étant des programmes un peu trop wokistes, un peu trop dans la diversité, dans le LGBTQ+. Disney également. Disney aujourd'hui a une perte de considération dans l'opinion américaine parce que, comme je vous l'ai dit, les 2/3 de la clientèle Disney, c'est une clientèle plutôt populaire, mais populaire à la fois modérée mais conservatrice comme aussi progressiste, mais pas dans le fanatisme, dans l'absolutisme de l'obligation systématique de mettre de la diversité partout, de mettre du LGBTQ+ partout, etc. D'autant plus qu'une rumeur est en train de tourner, comme quoi Disney se prenant des coups de bâton sur les réseaux sociaux avec son Snow White, le fameux Blanche-Neige. Blanche-Neige
on ne peut plus dire les 7 nains, puisque la version live donc, qui est prévue, il n'y a plus de nains. Enfin, si, il y en a encore un, qui est Peter Dinklage, mais il n'y a plus de 7 nains. C'est des êtres fantastiques, des êtres magiques, ou des trucs comme ça. Et vu les avant-premières, vu les propos tenus par l'actrice, bah non, ça... En gros, on est en train de vous expliquer, on a pris l'histoire de Blanche-Neige, mais on a tout vidé de ce qu'il y avait dans le contenu et on a refait ça à notre sauce. Donc c'est pas une adaptation, c'est une inspiration. Alors, mais au moins qu'on ait l'honnêteté de dire les choses. Qu'on dise pas que c'est la version live du dessin animé, parce que c'est faux. C'est pas la version live du dessin animé, c'est une nouvelle version inspirée de l'histoire, mais qui n'a plus rien à voir avec certains contenus de l'histoire. Donc, allez savoir comment Disney va prendre les choses, parce que c'est plutôt mal barré pour eux en ce moment. Et force est de constater que même si aujourd'hui Warner a le sourire et qu'il y a de fortes chances que Mattel aussi, du fait du résultat, très bon résultat de Barbie sur l'exploitation, on va donc suivre un petit peu les choses parce que d'ici la fin de l'année, certainement il va y avoir d'autres décisions qui vont être prises. Même si Disney, là, pour l'instant, compte sur Disney+, après cette augmentation de tarifs sur 2 séries, pour l'instant, alors il y a Ashoka qui doit sortir, je crois, septembre, et puis 2024, il y a Acolyte, qui sont donc 2 spin-off séries issues de l'univers de Star Wars. Il y a la seconde saison de Loki, qui doit également sortir. Loki, je trouve que c'est franchement, de toutes les saisons, de toutes les séries Marvel de Disney+, je trouve que, franchement, Loki est peut-être la mieux réussie, même si WandaVision était pas trop mal et intéressante. Mais le reste, tout ce qui est She-Hulk, le pseudo-Captain America, etc., ça n'a aucun intérêt. Donc, comme d'habitude, comme je vous dis, sur ce genre d'informations, on en reparlera. Alors, autre information, c'est assez intéressant parce que le traitement médiatique globalement aux États-Unis est assez intéressant. Vous l'avez sans doute vu, entendu, le maire de New York est emmerdé parce que il y a eu récemment une vague de migrants. Alors déjà, le terme migrant aux États-Unis, c'est assez bizarre d'utiliser ce terme-là, puisqu'en règle générale, il parle d'immigration, il ne parle pas de migrants. Mais il y a des migrants à New York dont ils ne savent pas quoi faire. Il n'y a pas de place, il n'y a plus de place dans les foyers ou trucs comme ça. Donc vous avez des migrants là, qui dorment dans la rue, dans le centre-ville, littéralement de Manhattan. Et donc c'est une bataille entre les différentes institutions pour savoir qui va prendre en charge ces gens. Le maire de New York, lui, pourtant progressiste, démocrate, il dit oui, je suis désolé, mais moi j'ai pas de budget pour m'occuper de ces gens-là. Donc là, on va les taper à la porte de l'État fédéral. C'est-à-dire qu'un État demande un interventionnisme d'État fédéral pour résoudre un problème que lui-même n'a pas les moyens de résoudre. Alors que les migrants, c'est quand même, les migrations d'une manière générale, c'est un des fers de lance des idéologies politiques progressistes, démocrates. Et là, vous avez un démocrate qui dit « Ah oui, mais moi, j'ai pas les moyens de m'en occuper ». Et là où je dis où les médias, c'est très intéressant parce que globalement, ils font leur boulot, c'est-à-dire qu'ils traitent le sujet, mais alors étrangement, on voit les images, quasiment tous les migrants qui sont là sont des afros, c'est-à-dire des noirs africains. Enfin, quand je dis noirs africains, c'est difficile à dire parce que j'ai essayé de chercher un article ou un élément pour savoir d'où ils viennent. Alors on nous dit qu'il y en a 2400 qui ont débarqué chaque jour pendant quelques temps, mais personne ne dit d'où ils viennent. Alors, on peut en déduire que peut-être c'est des migrants qui viennent de pays latino-américains. Parce que oui, il y a des
personnes de couleur noire, qui sont parfois même des descendants d'esclaves, puisque les pays hispaniques ont pratiqué l'esclavage. Donc il y a aujourd'hui dans certains pays d'Amérique latine des descendants d'esclaves. Mais la proportion reste relativement faible. Donc la question est posée, c'est mais d'où ils sortent? D'où ils viennent ces migrants? Eh bien, peut-être que vous avez peut-être la réponse, mais moi je n'ai pas la réponse. On ne sait pas d'où ils sortent. On ne sait pas s'ils viennent d'Europe, on ne sait pas s'ils viennent de pays d'Afrique, on ne sait pas. On sait juste qu'ils ont déboulé aux États-Unis, qu'ils sont majoritairement des gens de couleur, mais c'est tout. C'est bizarre quand même, non? Revenons aussi maintenant sur l'Ukraine. L'Ukraine est un petit peu moins présente dans les réseaux et sur les médias. Tout simplement parce que c'est ce qu'on vous disait depuis des semaines. C'est que la grande offensive, ça a fait pchit. Ça a tellement fait pchit que Zelensky a trouvé le moyen d'expliquer qu'une enquête interne a été effectuée et que finalement il a viré tout son staff du commandement militaire de l'armée ukrainienne pour des questions de corruption. Donc c'est bien ce qu'on disait, vous êtes quand même dans une région où la corruption, les phénomènes liés aux oligarchies, il y a encore certaines traditions et mœurs, les mêmes d'ailleurs qu'on critique vis-à-vis de la Russie. Mais ça, encore une fois de plus, je vous l'avais expliqué, ce sont des jeunes nations, ce sont des jeunes démocraties. Donc elles ne peuvent pas balayer leur merde du jour au lendemain. Progressivement, ils arriveront peut-être à rendre leur pays un peu plus stable, un peu plus clean qu'ils ne le sont actuellement. D'autant plus qu'encore une fois de plus, l'Ukraine, avant que ça parte en couille, c'était quand même des plaques tournantes reconnues dans différents domaines. Je parle du trafic d'organes, je parle du trafic humain, et plus particulièrement de trafic d'enfants. Mais ça, bien sûr, tout d'un coup, ce qui est assez marrant d'ailleurs, parce que si vous allez sur YouTube et que vous allez sur Arte, la chaîne Arte, fouillez bien, parce qu'elles ne sont pas très faciles d'accès, ces vidéos-là, même des fois elles disparaissent de la disponibilité, mais il y a des gens qui en ont fait des copies et qui les ont republiées sur leur compte. Il y a quand même certains reportages de Arte qui, au début des années 2010, en parlaient de ces problèmes. Je ferai également référence à cette fameuse vidéo qui a été faite en 2014, de ce fameux reportage, toujours de Arte, Arte ou France Télévisions, je ne sais plus, et qui expliquait quand même certaines choses que maintenant, surtout concernant l'influence de la minorité nationaliste ukrainienne, qu'aujourd'hui on vous dit que c'est du fantasme, que les banderas ne sont pas des néo-nazis. Et là, donc, on a le message de la diplomatie ukrainienne. L'Ukraine est partante pour parler de paix, mais à condition que la Russie se retire de tous les territoires. J'imagine mal la Russie redonner l'Ukraine et le Donbass, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais est-ce que quelque part, ça ne serait pas un moyen de faire pression peut-être sur la Chine? C'est-à-dire faire un appel du pied à la Chine, ou voire même à l'Arabie Saoudite, ou voire même à d'autres pays qui pourraient éventuellement engager les négociations. Bon, la France, c'est mort. Pourtant, la France, c'était le pays qui était autrefois le pays qu'on tapait du pied pour engager des négociations diplomatiques, etc. Parce que la France était reconnue pour sa grande diplomatie. J'ai dit par le passé, puisque maintenant Macron a complètement démoli tout ça. Sarkozy avait déjà commencé à son époque. Donc on sent bien que là, l'Ukraine, il y a comme une impasse
Alors même si encore les États-Unis, allez vas-y je te file un petit truc de 38 millions de dollars, 380 millions de dollars, je ne sais plus, etc. Là l'Europe, je ne sais pas s'ils ont projet encore d'envoyer du fric. Alors oui, il y a les chars, Abrams qui devraient arriver. Alors oui, question qu'on envoie des F-16, mais ça me met du temps. Et le problème c'est que Zelensky, il n'a pas de temps. Zelensky, il veut absolument maintenant faire la guerre, il veut repousser du russe. Mais il n'en a pas les moyens. Alors ils essaient de faire des opérations, sauf que le problème c'est du gâchis. C'est du gâchis parce qu'ils envoient finalement des soldats à la mort, au massacre. Et c'est pareil du côté russe, je vous rassure. En Russie c'est pareil. Cette guerre qui s'éternise commence à avoir un impact très négatif dans l'opinion russe. Donc là, Poutine, il va falloir qu'il décide quelque chose, qu'il prenne une décision. Je pense que la seule décision qu'il va avoir à prendre, c'est tout simplement fixer, ce qu'il fait déjà d'ailleurs de toute façon, mais fixer une frontière et certainement peut-être pousser à faire un petit peu comme ce qui existe en Corée du Nord et Corée du Sud, c'est-à-dire une zone démilitarisée qui séparera les territoires russes ukrainiens de l'Ukraine. Mais là, dans ce cas-là, en effet, Kiev devra accepter de tout simplement sacrifier la Crimée et le Donbass. Et c'est de toute façon ce que la communauté internationale n'a plus trop le choix d'accepter. Parce que, comme je vous l'avais dit, les investisseurs en Ukraine, ils ne vont pas attendre ad vitam aeternam la fin de la guerre. Eux, ce qu'ils veulent, c'est un retour sur investissement tout de suite, maintenant. Si ça s'éternise, ils retirent leurs billes. Et s'ils retirent leurs billes, là, dans ce cas-là, l'Occident n'a plus aucun intérêt à investir autant d'argent pour permettre à l'Ukraine de se défendre contre le méchant russe. Et que là, au contraire, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, l'Occident va convaincre Zelensky de venir à la table des négociations et d'accepter un accord immédiat, sans condition. C'est ce qui se profile, de toute façon. Donc voilà, c'est assez amusant, parce que là, tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux, les véhéments, qui sont en train de promouvoir la russophobie à tous les niveaux, ceux-là, on s'en rappellera. Et on leur rappellera ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont prétendu, ce qu'ils ont été. Et là, ça sera croustillant. Donc je vous ai parlé aux États-Unis de ce qui se passe à New York là, avec ces fameux migrants. Là pour l'instant, l'été, la période estivale est en train de s'achever, puisque je rappelle aux États-Unis, la rentrée des classes a lieu mi-août, donc à partir du 15 août. Donc c'est là que les choses vont commencer à se préciser. C'est-à-dire que là, les Américains vont commencer à faire les comptes. Et quand je dis les Américains vont faire les comptes, c'est tous les Américains. C'est aussi bien le particulier, les professionnels, les commerçants, le business d'une manière générale. Et je pense que ça va pas forcément être très joisse. Très joisse pourquoi ? Parce que cet été s'est accentué un certain nombre de phénomènes. L'un des phénomènes, c'est de voir dans le secteur, dans des secteurs professionnels, du service, de la restauration, de la maintenance, de la construction, une pénurie de main-d'œuvre. Pénurie de main-d'œuvre, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la main-d'œuvre qualifiée, la main-d'œuvre expérimentée, aujourd'hui s'arrache. Et elle s'arrache par un argument de poids qui est le salaire. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui des entreprises qui, pour pallier les manques, pour pallier les besoins d'être un peu plus attentifs à leur budget de masse salariale, ils ont besoin de gens productifs, ils ont besoin de gens flexibles, ils ont besoin de gens qui parfois même sont capables d'être polyvalents, moyennant un salaire équivaut. Et d'ailleurs, j'en suis un très bel exemple, puisque ma flexibilité, aujourd'hui, m'autorise à avoir 2 $ de plus que le salaire que je suis censé toucher.
Donc au moins c'est ça l'intérêt aux États-Unis, d'une manière générale. Je ne dis pas que c'est tout le temps comme ça, il y a aussi parfois des arnaqueurs, il y a parfois des gens qui veulent profiter du système. Moi pour l'instant j'ai de la chance de tomber dans des sociétés qui ont cet avantage de savoir reconnaître le mérite des gens et de gratifier ces gens à la mesure de ce qu'ils apportent dans l'entreprise. Dans la mesure où les managers et les chefs de secteur ont les mains libres. Or, malheureusement, c'est de moins en moins le cas. C'est-à-dire que tout d'un coup, on est en train d'assister à quelque chose qui est assez inhabituel aux États-Unis, c'est la reconcentration, la centralisation des décisions. Et comme vous le savez, la centralisation des décisions, parfois, provoque des phénomènes de dysfonctionnement, de discordance, qui font que malheureusement, les budgets qui sont alloués ou les politiques budgétaires qui sont décidées par des technocrates, malheureusement, ne sont pas du tout compatibles avec la réalité. Et qui plus est, lorsque, pour des raisons budgétaires, on bloque les salaires, c'est-à-dire que les directeurs de secteur, les managers n'ont plus les moyens de pouvoir faire évoluer les salaires des gens dans la mesure de ce qu'ils apportent à l'entreprise, vous comprenez qu'il y a des gens, au bout d'un moment, qui se disent moi, je vais voir ailleurs. Et depuis le début de l'année, il y a un turnover dans les entreprises qui s'accentue. C'est-à-dire qu'il y a un nombre de gens qui quittent ces entreprises pour une autre entreprise qui paye mieux. Mais du coup, le problème, c'est que les entreprises, elles sont obligées d'embaucher, mais d'embaucher majoritairement des gens qui n'y connaissent rien, des gens qu'il faut former. Et comme ils n'ont pas le temps de former, donc ils mettent entre les mains des gens qui sont parfois approximatifs, qui sont parfois pas forcément très compétents. Et du coup, on se retrouve dans des infrastructures, dans des rouages complètement dysfonctionnels. Et ça, aujourd'hui, ça commence à se sentir parce que ils perdent de l'argent. Ils perdent de l'argent parce qu'ils n'ont pas les bonnes personnes aux bons endroits. Et ça va même pire, c'est que même au niveau des managements, vu que les salaires ne sont pas du tout intéressants, ils font monter des gens qui n'ont pas la fibre, ils font monter des gens qui ne sont clairement pas faits pour ces métiers-là, et qui rajoutent encore plus de bordel. Et ça rejoint parfaitement d'ailleurs le titre de cette vidéo, mais quel bordel. Et ça commence à se sentir. Ça commence à se sentir, c'est-à-dire que les problèmes structurels internes aux entreprises commencent à remonter à la surface. Et du coup, on essaie de compenser en demandant à ceux qui sont encore là et qui sont compétents, etc., de mettre un petit peu les bouchées doubles. Alors, ça fonctionne dans la mesure où, échange de bons procédés, les entreprises demandent à des gens de mettre un petit peu les bouchées doubles, etc., avec un salaire qui s'augmente. Malheureusement, et c'est là que c'est assez intéressant, c'est que dans les grandes structures, les grandes franchises, genre McDonald's par exemple, c'est là que ça ne se passe pas. C'est-à-dire que les politiques budgétaires sont de plus en plus restrictives. Pire, non seulement elles sont de plus en plus restrictives, donc c'est-à-dire qu'ils n'ont plus aucun des moyens de maintenir des gens compétents par l'attrait de l'évolution salariale, mais le problème, c'est que le turnover fait qu'à un moment donné, la structure même des équipes au sein des structures ne fonctionne plus. Et je dirais même que malheureusement, vous avez aussi ce phénomène qui fait que ça fait depuis plusieurs années maintenant, depuis l'époque d'Obama, où beaucoup d'entreprises sont passées de temps plein à des temps partiels. Donc il y a beaucoup de temps partiel, il y a très peu de temps plein. Les temps pleins, vous les trouvez là par contre dans des secteurs d'activité où il faut déjà des niveaux d'études, il faut des diplômes, etc. Où là en effet les gens travaillent 40 heures par semaine. Mais dans beaucoup de secteurs, c'est du temps partiel. Or le temps partiel, avec des bas salaires, ça ne permet pas de vivre. Donc les gens ont deux boulots. Alors jusqu'à présent, ça fonctionnait bien parce qu'il y avait une flexibilité en matière organisationnelle qui faisait que les gens pouvaient avoir les deux boulots. Sauf que là, comme je vous l'ai dit, réduction de budget, donc réduction de la masse salariale, donc satisfaire aux besoins avec moins de personnel, ça demande à des gens d'être plus flexibles.
C'est-à-dire de pouvoir leur demander de bosser une semaine sur tel planning, et puis une autre semaine, par contre, on modifie le planning parce qu'il va falloir boucher des trous. Sauf que les gens, en bouchant les trous, ça déporte sur le planning de leur autre boulot. Et du coup, vous avez des gens qui se retrouvent coincés, c'est-à-dire qu'ils sont obligés de venir travailler sur leur premier boulot, mais en disant à l'autre boulot, désolé, je ne peux pas bosser chez vous parce que je bosse sur l'autre boulot. Et du coup, les gens, au bout d'un moment, soit ils perdent leur second boulot, ou soit ils sont obligés de quitter leur second boulot, parce que la flexibilité en matière de planning devient impossible à gérer pour avoir deux boulots. Et du coup, ça fout encore plus le bordel, puisque les entreprises qui perdent un employé parce que l'employé ne peut plus être compatible, ne peut plus satisfaire aux besoins de l'entreprise parce qu'il a un second boulot et le second boulot a décidé pour des raisons budgétaires de rendre beaucoup plus flexibles les plannings, ils perdent en qualité. Ils perdent en qualité, ils perdent en productivité, etc. etc. Et du coup, alors, on essaie d'embaucher des jeunes, mais les jeunes, alors c'est des étudiants. Alors il y en a qui sont consciencieux, qui essaient de faire bien leur boulot, mais il y en a d'autres, ils s'en foutent. Donc ils font de la merde. Donc du coup, l'exigence au niveau procédure, l'exigence en matière de productivité, l'exigence en matière de qualité contrôlée, surveillée, vérifiée par les directeurs de région, par les sièges sociaux, etc. Du coup, on se retrouve dans une situation un petit peu bordélique parce qu'il y a un total décalage entre les exigences, les programmes, les politiques commerciales décidées par des technocrates et la réalité. Et vous connaissez bien ce problème, qui est que ce problème est à peu près le même que vous connaissez en France, c'est-à-dire un décalage complet entre ceux qui décident et ceux qui appliquent. Pourquoi ? Parce que ceux qui appliquent, de plus en plus, sont dans l'appât du gain, sont dans la nécessité de garder leur boulot, de garder leur salaire, et donc ne font pas remonter les informations, ne font pas remonter les problématiques structurelles, et au contraire, ils acquiescent qu'on leur demande de toujours faire plus avec de plus en plus moins. Donc du coup, il y a un moment donné où c'est un peu comme la théorie de l'élastique. Au bout d'un moment, l'élastique, si vous tirez un peu trop fort, l'élastique il finit par péter. Et là, quand la direction vous demande pourquoi ça a pété, pourquoi ça ne fonctionne plus, pourquoi vous faites de la merde, il y a un moment donné où vous vous faites virer, puis vous vous faites remplacer par quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre qui sera encore plus arriviste, qui sera encore plus ambitieux, et encore plus en décalage, en démagogie de gestion. Bien malheureusement aux États-Unis, c'est ce qu'on rencontre. C'est très clairement, même si moi j'ai rencontré des managers, etc., qui étaient réalistes, qui essayaient de faire des efforts pour nous, pour vous, malheureusement derrière, beaucoup de consensualité à ne pas dire les choses. Sauf que vous savez, c'est un peu comme une voiture. Si votre voiture elle a un problème technique, mais que vous ne faites pas faire la réparation tout de suite, ce problème technique va aggraver. Il va s'aggraver. Et là, au lieu de payer 100 ou 200 euros une réparation, ça va vous coûter 10 fois, voire 1000 fois plus cher. Parce que là, vous aurez pété littéralement votre voiture. Et c'est pareil dans la gestion, dans le management, en règle générale, dans les entreprises. Si vous ne faites pas attention, si vous ne faites pas remonter, si vous ne prenez pas précaution, si vous ne faites pas le nécessaire pour résoudre des problèmes apparents, des problèmes qui clairement vont être des problèmes avec une évolution, un jour ou l'autre, ça vous pète à la figure. Donc voilà ce que je pouvais vous dire un petit peu sur ce qui se passe aux États-Unis. Je pense que la rentrée va être assez amusante. Même si encore une fois, de toute façon, on est quand même dans une société de consommation. Donc à partir du moment où les Américains peuvent continuer à consommer, peut-être moins consommer, mais continuer à consommer, ça ne va pas faire réveiller
autrement les choses. Hein. Et je dirais même que malheureusement, tous les business qui existent ici aux États-Unis, même si aujourd'hui c'est plus compliqué, plus difficile à faire vivre, à installer et à perdurer, ils feront tout pour préserver ce système-là. Parce qu'ils savent que c'est le seul moyen de maintenir le peuple américain sous leur joug. Tant que ça sera comme ça, le peuple américain ne réagira pas. Il sera endormi. Même si, du côté des conservateurs, ça s'agite un petit peu. Mais le problème, c'est que c'est un peu désordonné, c'est un peu extrême, c'est un peu utopique, c'est un peu infantile aussi. Et en revanche, peut-être en France, peut-être à la rentrée, peut-être que ça va peut-être un petit peu bouger aussi. Parce que là, en France, il y a quand même un gros cumul de choses. Mais ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo. Et d'ici là, qu'on se retrouve. Portez-vous bien.